Donc bonjour à toutes et à tous. Je pense que c'est un temps important dans cette journée soins de support parce que le médecin traitant est à une place tout à fait particulière dans le parcours de soins, au départ, à la fin, à tout moment du parcours de soins. Et je pense que c'est important là d'avoir l'avis de Bertrand Lerosier, qui est donc médecin généraliste, sur la manière dont il voit le rôle, la place du médecin traitant dans ce concept de soins de support. Merci. Merci Thierry. Donc moi je suis médecin généraliste. Je vous présente tout d'abord les excuses de notre président de l'URML Basse-Normandie, le Dr Antoine Lavaneur, qui devait être présent à mes côtés et qui est retenu dans une autre réunion. Je suis accompagné de Claude Magnani, médecin généraliste, qui connaît bien également ces problèmes, qui est notre médecin coordonnateur des groupes qualité. Voilà. Tout d'abord, je suis assez scotché de ce que j'entends sur les soins de support. Cette structuration, cette explosion des connaissances, ce niveau de recherche, cette qualité des communications, je trouve ça étonnant. Et je trouve que c'est une discipline qui est en train d'exploser dans tous les sens du terme. Et j'en suis tout à fait surpris et correctement surpris. Je pense qu'un jour, il y aura des cardiologues, des urologues et peut-être un jour des supportologues. Alors, quelle est la place du généraliste dans cette filière des soins de support? J'ai beaucoup interrogé mes collègues récemment. Je leur ai dit, bon, salut, ça va, les soins de support, t'en es où? De quoi? Les soins de support, les supports. Tu te dis les supports de colostomie? Vous voyez la currie des généralistes? Ah ben si, mais tu sais, la douleur, l'asthénie, les nausées. Ah ben oui, mais ça, on fait ça tous les jours depuis 20 ans, bien sûr, allez, salut. Voilà. Donc je crois que, un petit peu comme M. Jourdain, nous faisons des soins de support quotidiennement depuis des années, et sans probablement le savoir. Je voudrais simplement rappeler ce qu'est le nouveau parcours du cancer pour nous. C'est-à-dire que nous voyons nos patients, nous connaissons, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on les voit une fois, deux fois, trois fois, on fait un peu d'imagerie, on fait un diagnostic de cancer, souvent on fait nous-mêmes l'annonce, et on va confier alors ce patient à des équipes spécialisées, hautement spécialisées, dans des hôpitaux, dans des cliniques, qui vont prendre en charge nos patients dans des parcours de soins très compliqués au début. Souvent c'est un petit peu le même schéma, la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie. Et ces patients disparaissent un petit peu de nos écrans radars et on les perd un petit peu de vue. Après, soit ils guérissent définitivement, ça arrive assez souvent maintenant et c'est une très bonne chose. Et puis après, il y a ce nouvel espace qui est le patient qui continue à avoir une vie normale, je ne sais pas, accompagné d'un cancer. On peut très bien vivre aujourd'hui avec un cancer du rein métastasé pendant des années. Et nous devenons cette fois à nouveau le référent du patient. Alors on nous a toujours dit, mais vous savez, les soins de support, c'est pour vous les médecins généralistes, vous allez vous réapproprier le parcours du patient cancéreux, vous allez voir. Bon, d'accord. Je voudrais simplement vous donner deux exemples précis que j'ai vécu récemment. Moi j'aime bien les exemples que ça parle. J'ai vu hier un patient, M. D, qui est un patient qui a un cancer du rein métastasé, qui est sous une thérapie ciblée, le troisième. Alors déjà, on reçoit un document un petit peu compliqué, il faut se tenir à jour. Et je vois ce patient que je n'avais pas vu depuis longtemps. Je dis bonjour monsieur D, comment ça va? On reprend tout le dossier. Je dis j'en ai tout, j'en ai les documents, c'est des dossiers qui sont assez complexes. Alors, je dis vous avez telle thérapie ciblée, ouais, j'ai des effets secondaires, etc. Que puis-je pour vous aujourd'hui? Ah, il ne me dit rien docteur, je venais juste vous faire une visite de courtoisie. Donc, voilà typiquement l'exemple du patient qui a un parcours de cancérologie extrêmement complexe, extrêmement lourd, pour lequel nous sommes toujours là. Et je crois que la visite qu'il a fait à son médecin généraliste, on pouvait la cocher soins de support. C'est-à-dire qu'il venait parler avec son médecin généraliste, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, de sa maladie, des difficultés qu'il avait avec son traitement, de la diarrhée, de l'hypertension artérielle, des visites cardiologiques, etc. Un second exemple, une femme qui a un cancer du sein en septembre 2012, schéma classique, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. Je la revois,
il n'y a pas très longtemps. Comment ça va? Bien. Je lui dis, vous avez repris le travail, vous souffrez, vous êtes en forme. Et je lui classe les soins de support. C'est une dame qui était assez informée. Ah mais les soins de support, c'est pas vous, docteur. Je vais vous raconter. Pendant que j'avais les soins aigus pendant 8 mois, quand j'avais ma chimiothérapie, on me massait les mains. Qu'est-ce que c'était bien. Et puis moi, j'ai fait de la gymnastique. Puis j'ai fait de la réflexothérapie plantaire. C'était vachement bien. Et puis quand j'avais des nausées, on m'a fait de l'auriculothérapie. Oh, c'était bien. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plein de trucs. Et puis tout ça, c'était bien parce que je retrouvais mes copines. C'était toutes ces activités parallèles. C'était des groupes de parole. Je retrouvais mes copines qui avaient fini la chimio, qui me disaient non, vas-y, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et puis en claquant la porte, il me dit ah puis non, j'ai fait de la peinture aussi. Je vais vous donner un tableau. Et je crois que tout cela, tous ces soins de support-là très spécifiques, pendant qu'il m'a parlé de tout ça, il ne m'a pas parlé de son cancer du tout. Ça a été, je ne dis pas 50% du traitement, mais c'était extrêmement important. J'ai lu avec intérêt les référentiels qui sont sortis là, tout à l'heure, qui étaient les référentiels des soins de support. Alors effectivement, il y a des soins de support particuliers dont je viens de vous parler, toute cette activité un petit peu annexe qui est le psychosocial, la mise en valeur, le maquillage, etc. Tout ça, c'est important. Mais les autres soins de support que j'ai lus là tout à l'heure, les nausées, les aplasies en fin de traitement, les neuropathies, l'hypertension artérielle, les mucites, l'alopécie, les difficultés de dépression, les insomnies, tout ça, on fait ça tous les jours. C'est notre quotidien. Il faut bien savoir que quand nous voyons nos patients, nous sommes leur premier recours. Les patients n'habitent pas tous auprès d'un centre de cancérologie référent. Ils habitent parfois à Baranville-Carteret, au Buet dans la Manche, ici encore, nous, moi je suis médecin à Luc-sur-Mer, le centre de cancérologie n'est pas très loin, mais le médecin généraliste reste de toute façon le premier référent. C'est-à-dire celui qu'on va venir voir parce qu'on le connaît, parce qu'on sait où il est, parce qu'on peut frapper sa porte facilement, parce qu'il va nous recevoir. Donc, les soins de support, tels que moi, qui fais de la cancérologie généraliste tous les jours, je les découvre aujourd'hui. Et je découvre toute cette structuration que je trouve absolument formidable. Et je crois, malgré tout, que mes collègues généralistes ont... je le répète, font des soins de support sans vraiment le savoir, ne sont pas vraiment intégrés dans cette structuration-là. Mais nous répondons présents, et je crois que de toute façon, nous faisons, en termes de quantité, une quantité importante de soins de support. Voilà. Notre rôle également, puisque la particularité des soins de support, quand vous êtes cardiologue, vous faites de la cardio. Quand vous êtes urologue, vous faites de l'uro. Les soins de support, c'est multidirectionnel. Il y a une quantité importante de médecins. Il y a les médecins de situation aiguë, les chirurgiens, les chimiothérapeutes. Il y a aussi tous les paramédicaux qui font un travail formidable, dont on a beaucoup entendu parler. Les psychologues, les kinés, les esthéticiennes, les gens qui font des massages, les gens qui font de l'art-thérapie, tout ça. Et donc, il y a un travail de coordination important. Et il faut que nous connaissions, nous, les généralistes, et je regrette qu'il n'y ait pas 250 généralistes dans cette salle, il faut que nous connaissions, nous, tout cela, et avec cela, c'est indispensable que nous fassions, que nous soyons complètement au premier plan de ces soins de support, que nous devons, nous, généralistes, beaucoup mieux comprendre. Voilà, vous avez compris, je crois, ce que nous ressentons, comme nous ne sommes pas encore très, très à l'aise dans cette structuration. Nous sommes un petit peu à l'écart, mais nous devons, et nous sommes de toute façon toujours présents, un petit peu comme les SAMU, on est toujours en première ligne. La plasie qui tombe le vendredi à 18h, il faut qu'on se débrouille, il faut qu'on ait un réseau de soins, il faut qu'on puisse savoir téléphoner, il faut qu'on ait un téléphone portable avec une quantité incroyable de numéros de téléphone dessus. Nous restons le premier recours. Nous restons le professionnel de santé vers qui va se tourner un patient qui a une maladie cancéreuse, même s'il est en soins aigus ou en soins chroniques ou guéri. Voilà.
Et cette place est difficile. Je voudrais juste dire un petit mot, après on pourra échanger si vous voulez, sur un document qui nous tient à cœur, que nous avons réalisé avec juste un petit mot sur le dossier de liaison cancérologie, qui n'a pas la place qu'il devrait avoir aujourd'hui. C'est un document, je crois, important, puisqu'il s'adresse à tous les professionnels de santé, quels qu'ils soient, dans le parcours d'un patient qui a une maladie cancéreuse. C'est donc là un document essentiel, parce que je vous disais que les intervenants sont multiples, sont nombreux. Il doit y avoir un document de référence où c'est marqué lundi 6, chimiothérapie, mardi 8, aplasie numéro 1, fin de traitement, radiothérapie, ces rendez-vous importants qui doivent sauter aux yeux en quelques minutes, parce que vous savez, nous, sur le terrain en libéral, on a 10 minutes, un quart d'heure, pour prendre en charge une situation difficile. On n'a pas une heure. Donc il faut qu'on ait des documents, il faut qu'on ait des informations, il faut qu'on ait des téléphones, etc. Il en est comme ça pour le médecin, aussi pour l'infirmière libérale, aussi pour le kiné libéral. Un dernier mot, donc je voudrais dire que ce classeur de liaison qui est cher à Xavier Blaiseau et à beaucoup d'entre nous, si vous le voyez passer, si vous en entendez parler, vraiment prêtez-y une attention particulière. Et dedans, dans ce dossier, dans ce classeur de liaison, il y a 2 fiches qui sont des fiches de dépistage de soins de support. Voilà à quoi ça ressemble. Magnifique dossier bleu clair. Tu peux le faire circuler, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, qui est vraiment un document important sur lequel beaucoup de gens ont beaucoup travaillé. Et qui, je répète, n'a pas sa place, n'a pas la place qu'il devrait avoir, qui n'a pas la place aujourd'hui qu'il devrait avoir. Voilà. Donc notre travail est... Nous sommes au premier plan, toujours présents. On doit avoir un travail de coordination, comme disait Claude tout à l'heure, on en discutait, un travail de coordination entre tous ces acteurs de santé multiples qui font vivre les soins de support. Voilà. Merci. Moi, j'aurais juste à rajouter, Bertrand, si tu veux bien, que ça dépend aussi de l'installation, du lieu d'installation. C'est vrai, tu le disais, toi, tu es à côté d'une grande ville. Moi, j'ai fait 30 ans d'installation dans la France profonde, à l'Aigle, à 100 km d'un CHU. Ce que l'on a besoin de savoir, c'est, que vous existiez, déjà, c'est important. Et ça, c'est primordial. Contactez au moins les centres ou les PSLA des régions pour savoir que vous existez, parce que je peux vous dire qu'on ne vous connaît pas. Voilà. Moi, je suis coordinateur pour toute la Basse-Normandie. Je réunis des groupes. On ne vous connaît pas. Un jour, j'ai invité Xavier Blaiseau. Ça a permis qu'il se fasse connaître à 250 médecins dans Basse-Normandie. Mais en dehors de ça, personne ne vous connaissait. Sinon, vous faites un travail, effectivement, comme disait Bertrand, exemplaire. Merci. Il est essentiel que les RI, par exemple, ou le SS, ou je ne sais plus comment on dit, c'est un peu inconnu pour nous, faut le dire. Et en plus, quand les patients nous voient, nous, ils pensent que nous, on est médecins, donc on est intéressé que par la fièvre, le taux de globule blanc, le taux de globule rouge. Ils ne vont pas nous parler de ça. Ils considèrent que ce n'est pas notre travail. Et c'est à nous d'aller chercher l'information. Et je pense, comme dit vous savez que maintenant, en Basse-Normandie, de plus en plus de jeunes médecins viennent se réinstaller grâce à une politique qui est celle des pôles de santé libéraux ambulatoires. C'est un centre de santé où il y a de regrouper 5, 10, 15 professionnels de santé. Et si vous pouvez, vous les jeunes là, qui vous occupez des ERI, etc., allez porter la bonne parole de ce qu'est un ERI ou de ce qu'est un ESS dans la France profonde. Parce qu'effectivement, la France profonde est parfois loin de tout, même avec des téléphones portables et des liaisons Internet. Pour info, on a quand même mis à jour et en ligne un annuaire des soins oncologiques de support dans tous les établissements de santé autorisés de la région. Mais bon, c'est que dans les établissements pour l'instant. Alors juste avant la question, il y avait une petite intervention de la Ligue pour préciser quelque chose par rapport au financement de l'ERI tout à l'heure. Bonjour, excusez-moi. Je tiens juste à apporter une précision à tout le monde. Tout à l'heure, une question a été posée à l'ESC et à l'ERI concernant le financement. Vous avez dit que le relais, au bout de 2 ans, était pris par l'établissement. Au niveau national, c'est vrai, sauf qu'au niveau régional, il a été décidé en conseil d'administration de continuer à financer l'ERI et l'ESC. Voilà. Merci. Je crois qu'il était important de le préciser. Ce n'est pas vraiment une question, ce sera une remarque. Depuis ce matin, on parle de communication.
Je pense que si vous nous reprochez en quelque sorte de pas... Ah non, c'est pas du tout un reproche. Non. Si vous avez le sentiment de ne pas nous connaître ou de pas, enfin, d'être moins bien informé, je pense que la communication, il faut être deux pour communiquer. Et donc, si nous, on communique avec vous, il faut peut-être aussi vous rapprocher de nous. Mais pour ça, il faudrait vous connaître. Excellente remarque, bien évidemment. Mais tu sais, nous, nous sommes généralistes et on fait de tout. Et nous, notre problème actuel, c'est... le dentiste me disait l'autre jour, j'avais la bouche ouverte, il me dit, nous, tu vois, on fait notre boulot et puis c'est tout. Vous êtes avec un nombre de référents et de correspondants inimaginable. Et c'est vrai. Nous, ça part tous azimuts, entre les pédiatres, les cardiologues, les psychologues, et qu'on a vraiment parfois du mal à suivre. Donc, nous avons peut-être parfois un défaut de communication. Ouais. Nous allons parfois au plus urgent. Effectivement, on essaie de passer 20 minutes à joindre un cardiologue et on oublie peut-être de joindre les gens de l'ERI ou de l'ESC. C'est vrai tout à fait. Mais il y a une question de temps et une question de difficulté. C'est curieux, hein, on est en 2014. Et je trouve que la communication devient de plus en plus difficile. Bien sûr, nous avons tous les listings des GSM des différents services, et c'est un outil extrêmement important que j'ai encore utilisé hier. Oui, trois questions. Dans la file active d'un médecin généraliste, on dit souvent qu'il y a entre 5 et 6 patients cancéreux. Est-ce que c'est exact? Question. Deuxièmement, qu'est-ce que vous pensez du rôle de médecin pivot dans le plan cancer, comme du médecin généraliste, c'est traitant? Et troisièmement, quand on vous demande un rôle de médecin coordinateur, ça vous paraît possible compte tenu de la multiplicité d'intervenants que vous avez à faire? Écoute, 5 ou 10 cancers, ça dépend du volume de la clientèle, bien sûr, mais moi j'ajouterais plutôt un 0, et je multiplierais plutôt par 2. Oui, tout à fait. Oui. C'est plutôt largement multiplié par 2 avec un 0 de plus. Le rôle du pivot, mais tu sais, le rôle du pivot, de plus en plus, nous sommes le pivot. De plus en plus, nous sommes le pivot. Pourquoi? Tu as un patient. Il ne faut pas oublier que le patient qui a un cancer durant métastasé, il a aussi des stents. Il ne faut pas oublier aussi qu'il a eu un ulcère de l'estomac il y a 10 ans auparavant. Il ne faut pas oublier aussi qu'il a fait une dépression grave il y a 15 ans. Il ne faut pas oublier aussi que son petit-fils est mort la semaine dernière d'une mort subite. De plus en plus, nous sommes les pivots. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les gens vieillissent, ils ont des polypathologies. Et nous, on reçoit des lettres du cardiologue, qui fait un boulot parfait, machin, truc, voilà. On reçoit aussi un courrier pour les mêmes patients du rhumatologue, parce que ce patient il a une polyarthrite chronique évolutive, et puis qu'il est sous ombrelle. On reçoit une lettre aussi par des scanners des IRM, on en a 10 par dossier. Ça, voilà. Et donc, de plus en plus, on nous demande de faire la synthèse de tout ça. Et c'est très compliqué. Et je vais te raconter une anecdote, ça va peut-être vous faire sourire. On a des dossiers informatisés. C'est difficile de lire un dossier informatisé. C'est plus facile de faire tourner des pages comme ça que de cliquer toutes les pages. Donc il faut qu'on fasse des résumés, des résumés, de résumés, des résumés, de résumés. Je vois un patient, allongez-vous, je regarde 10 minutes après, je dis « Ah, ça y est, monsieur, j'ai fait le point. » Il s'était endormi. J'ai dû le réveiller. Non, nous sommes de plus en plus le pivot, non seulement en cancérologie, bien évidemment, mais sur la multitude de pathologies. Alors, les pires, c'est dans les EHPAD. Alors là, les patients dans les EHPAD qui ont une moyenne d'âge de 90 ans, avec des dossiers qui sont souvent incomplets, alors là, c'est vraiment extrêmement difficile. Donc, cancer, on en a beaucoup plus que 5 ou 10, c'est clair. Médecin pivot, oui. Médecin coordonnateur... Alors là, c'est une question un petit peu difficile. Ouais. Médecin coordonnateur, médecin pivot, ça relie un petit peu les deux choses. Nous ne sommes pas décisionnels dans le fait de remplacer du sutène par de l'axinityb, tu vois, mais nous en sommes dépositaires parce que nous recevons l'information. Donc on peut pas être tellement coordonnateur, si tu veux. On est obligé d'être là parce qu'on est appelé à n'importe quel moment, même si on n'a pas vu le patient depuis 6 mois, il faut qu'on soit au courant du dossier, tu vois. C'est vraiment extrêmement important. Oui, et puis en plus, Bertrand, on a quand même des demandes importantes au niveau des ARS pour gérer tous ces phénomènes de prévention. Et c'est ingérable, quoi. Je ne sais pas comment nos collègues
avec la diminution des effectifs, peuvent gérer. Et nous, on nous a demandé de traiter cette année le dépistage des pathologies cardiovasculaires, le dépistage des anomalies sensorielles, auditives et des spectres du trouble autistique, le dépistage des addictions. Comment tu veux gérer ça en plus de tes 30 ou 40 patients que un généraliste voit en moyenne dans les campagnes? C'est ingérable. Donc je ne sais pas comment on va pouvoir procéder à cette nouvelle médecine. Ouais. Et justement, le rôle du coordonnateur, de temps en temps, nous recevons, moi je trouve ça très intéressant, des invitations au RCP, aux réunions de concertation pluridisciplinaire. Parfois, Backless nous envoie des mails. Vous pouvez participer à l'RCP de monsieur machin, tel jour, à telle heure. Alors on ne peut pas y aller, mais je crois que c'est possible téléphoniquement, je ne l'ai pas encore fait. Et c'est vachement bien, ça, dis donc. Parce qu'effectivement, on n'est pas compétent pour remplacer le Sutten par Olaxinitib, certes, mais on est compétent pour dire, nous les gens, on va chez eux, on les connaît, on sait où ils vivent, on connaît la famille, on connaît la maison, on sait ce qu'ils mangent. Quand on arrive à 12h30 ou à 13h faire la visite, on voit ce qu'ils mangent, on sait tout ça. Et nous avons un avis à donner qui est plus effectivement côté soins de support que côté technique. C'est-à-dire que moi je peux dire, c'est pas la peine de continuer les gars, c'est fini. Là. Moi je vois comment il vit, etc. Je vois comment il est fatigué tous les jours, on arrête les frais, quoi. On va maintenant faire du soin palliatif. On peut dire ça dans une RCP, nous. On peut dire dans une RCP, mais cette patiente, elle est vachement combative, il faut y aller, je la connais, allez-y les gars, foncez, mettez une 3e ligne de chimiothérapie s'il faut. On peut faire tout ça. Et là, notre participation à la RCP, elle est vachement importante, même par liaison téléphonique, sauf que le problème, c'est un problème de timing et de temps, quoi. On n'a pas toujours le temps, quoi. Moi, je voulais vous faire un retour par rapport au cahier de liaison. Prenez patience, ça ne fait qu'1 an et demi qu'il est en route et on le distribue. Et je pense qu'on en voit de plus en plus et que vous allez finir par en voir beaucoup. Bravo et merci. Ouais, Laure. Onco, j'entends bien ce que vous dites, mais nous, notre demande, j'entends bien, hein, c'est vrai que moi, des fois, j'insiste auprès du patient pour qu'il revoie son médecin, effectivement, pour l'hypertension, tout ça, parce qu'on ne sait pas gérer ça. Mais justement, servez-vous du cahier de liaison, des choses comme ça, pour nous dire, faut peut-être arrêter le traitement, ou il prend ça, vous ne savez pas, parce que des fois, on est perdu. Et c'est vrai qu'on a très peu d'informations venant des médecins traitants. Nous, on est en demande, hein. Moi, je serais en demande que... J'essaye d'appeler le médecin traitant, mais dans l'autre sens, bon, il y en a quelques-uns qui appellent, mais nous, on est très en demande, et c'est vrai que le nombre de fois, on voit le patient, on sait qu'il a vu son médecin entre deux pour un problème de fièvre, autre chose comme ça, mais on n'en sait pas plus, s'il nous a pas ramené la boîte de médicaments ou quelque chose comme ça. Donc, au contraire, nous, on est en demande d'informations aussi de la part des médecins traitants. Quant au cahier de liaison, donc moi, je suis tout à fait pour ce cahier de liaison, et j'insiste absolument à ce que tout le monde y participe. Et malheureusement, on a un retour, c'est que les médecins, les patients proposent ce cahier et disent, ils regardent vite fait, mais sans plus, ou ils n'ont pas le temps. Donc ce qui fait que le cahier n'est pas forcément rempli à la totalité qu'il devrait. Vous n'avez pas forcément toutes les informations, mais si vous regardiez au niveau infirmier, peut-être que vous arriveriez à trouver des réponses à vos questions. Parce qu'ils ne vont pas vous poser des questions à vous, ils vont nous les poser à nous. Des fois, on peut leur dire, vous avez une question, mettez-la au fond de votre cahier, et quand vous arrivez chez le médecin, vous lui montrez la première chose à faire. Si chacun prenait le temps de 30 secondes de regarder ce cahier, je pense qu'on travaillerait tous ensemble et qu'on arriverait à avoir une qualité de soins, une qualité de suivi des patients. Vraiment, on n'aurait pas à rechercher, à se dire, est-ce qu'il a vu le psychologue, est-ce qu'il a vu le kiné, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, j'ai pris 30 secondes, j'ai regardé, c'est suivi. Ah, tiens, il vous est arrivé ça. Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit ? Etc. Je pense qu'il faut que vraiment tout le monde se mette à écrire dans ce cahier et à avoir des informations très nécessaires. Alors, un partout la balle au centre, puisqu'il n'est pas rempli ni par les médecins hospitaliers, ni par les médecins libéraux, en règle générale. Mais tu sais, le problème des médecins hospitaliers, souvent, ils ont déjà le compte-rendu à écrire aux médecins généralistes, un document qui est déjà important, et ça leur fait un document en plus à remplir, d'accord ? Même s'il n'y a qu'une ligne, tu vois, même si. Alors je vais te dire, et c'était le but de ce que je voulais dire, c'est que nous avons au moins les courriers. Nous avons les courriers des spécialistes, nous disant effectivement, je reviens toujours,
Votre patient, il a plus du Sutent, il a Axinitive, il a eu sa 3e chimio, ça se passe bien, sa 4e chimio, ça t'a bien, il a eu un scanner, malheureusement, il a eu une scintigraphie, tout ça on le sait, et on marque ça dans un coin de nos têtes en général, et puis bon, quand c'est marqué dans la tête, ça ne sort pas ailleurs. Mais vous, je veux dire en ville, les infirmières, les kinés, le pharmacien, mais aussi l'assistante sociale, pourquoi vous n'avez aucune information de cela, hein? Et c'est principalement pour vous, les paramédicaux, qui a été fait ce classeur de liaison, n'est-ce pas Thierry? Regardez les cadeaux de Noël, vous en avez des magnifiques qui vous sont distribués là. Ah. Cela dit, je tiens à vous dire à tous, il faut y participer. C'est quand même un outil très utile. Et moi, j'essaie au maximum dans ma patientèle. J'en ai à peu près 3 ou 4 qui ont ce cahier. Régulièrement, même pour une prise de sang, je leur dis, avez-vous votre cahier? Montrez-moi votre cahier. Et je le remplis. Maintenant, après, chacun doit faire le nécessaire aussi pour aller le lire un petit peu. Ouais. Sinon, s'il n'y a qu'un intervenant qui participe dedans, le cahier ne sera jamais complet et on n'arrivera pas à faire quelque chose de correct. On voit, le carnet de santé des enfants, il est systématiquement amené avec les enfants. Hein. On va y venir. Bien. D'accord. Merci. Merci à tous. Merci. Merci. On va ouvrir, hein.